Donc, alors comme l'a dit Camille, effectivement, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler de Kotlin, mais aussi d'une technologie qui s'appelle Debezium. Donc, en fait, toutes les deux technologies ensemble fonctionnent très bien et on va voir comment elles fonctionnent. D'abord, je vais un petit peu parler de moi très rapidement. Je ne vais pas m'épancher trop sur le sujet. Donc, si vous voulez qu'on reste en contact suite à cette présentation, vous avez Twitter, vous avez LinkedIn, vous avez encore GitHub. Comme l'a dit aussi Camille, il y a le Meetup. Donc, si vous voulez proposer des sujets, si vous voulez même speaker, ce sera avec plaisir. Donc, suffisamment parlé de moi, je propose qu'on commence vraiment sur le contenu de la présentation. Alors, du coup, de quoi on va parler un petit peu aujourd'hui? On va voir ce que c'est que du CDC, notamment avec Debezium et avec Spring. On va aussi comprendre du coup quel était notre besoin originel et comment on a fait pour mettre en place notre solution. Et au final, on va voir, OK, on a mis en place cette solution, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça implique et quelles sont les problématiques qu'on a pu rencontrer. Bon, du coup, c'est vrai qu'il y a une question à se poser, c'est pourquoi on parle de ça? Nous, l'objectif initial qu'on avait, c'était de copier et de qualifier de la donnée depuis ce qu'on appelle un référentiel. C'est-à-dire qu'on avait une base de données référentielle, une base qui évolue pas trop, sur laquelle on n'a pas trop envie de jouer parce qu'il y a des volumes de données conséquents. C'est aussi une base de données centrale et pivot pour beaucoup d'autres applications. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de toucher. Nous, on veut récupérer une partie de ces données. Bon, plutôt que copier, je pense que le terme serait plus sélectionner. Et en plus, on veut qualifier et enrichir la donnée. Donc ça, c'est un peu l'objectif initial. Et du coup, on a un peu trois grandes contraintes à respecter. C'est déjà, on veut faire en sorte de modifier le moins possible cette base référentielle qui est centrale, qui est une base critique. On ne veut pas trop y toucher. Et on veut aussi, du coup, générer une base de données propre à notre applicatif, une base de données qu'on va avoir tendance à appeler un peu plus une base métier, qui va être qualifiée et enrichie avec un peu plus de données. Et au final, garder une synchronisation permanente entre cette base de données référentielle et notre base de données métier, qui n'est pas de désynchronisation due à des erreurs de traitement ou ce genre de choses. Alors, comment on peut faire pour mettre en place une solution comme ça? Première hypothèse qu'on a un peu soulevée, c'est se dire pourquoi pas faire un batch, hein, parce qu'au final, un batch, l'idée, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est de lire une base de données source et pourquoi pas écrire dans une base de données de destination. Le problème, c'est que pour faire ça, en tout cas avec notre modèle actuel de notre base de données référentielle, ça nécessitait forcément une modification du schéma. Donc, le modèle actuel ne permettait pas notamment de bien gérer les deltas. On n'a pas de date de modification, on n'a aucune information si une entité est réellement supprimée, on est obligé de gérer nous-mêmes un peu le delta, c'est très contraignant. Deuxième solution potentielle, des solutions un peu plus proches du SGBD, comme par exemple DB-Link, qui permet de faire de la copie de données. OK, bon, ça marche bien, mais le problème, ça va être pour enrichir de la donnée. Moi, je n'ai pas envie de m'amuser à appeler des web services en PLSQL ou des trucs comme ça. Je veux quelque chose d'assez propre pour pouvoir enrichir ma donnée, pour pouvoir la compléter, vu que je passe d'une donnée un peu technique référentielle à de la donnée plus métier. Et du coup, on a trouvé le CDC, on s'est dit ça a l'air intéressant. Pas mal de technologies sont en train de s'ouvrir à ce système-là. Et donc, on va voir dans la suite de la présentation à quoi ça correspond. Donc déjà, qu'est-ce que ça signifie en fait CDC? CDC, c'est simplement Change, Data, Capture. Donc en fait, l'idée derrière tout ça, le grand objectif, c'est de transformer notre base de données en un stream d'events. C'est un peu la philosophie notamment de la techno Debezium, c'est de se dire, OK, on a une base de données, c'est quelque chose, entre guillemets, d'un peu statique. On stocke des choses dedans, mais pour aller consulter de la donnée, il faut aller chercher la donnée, surtout sur des bases de données comme Postgre ou des choses comme ça. Et donc, pourquoi pas avoir une solution qui va permettre de lire cette base de données et de la transformer en quelque chose de beaucoup plus dynamique, avec des streams d'events. C'est un peu la promesse de Debezium. Et ça paraît quand même plutôt sexy, parce qu'on se dit, OK, ça va nous faciliter la vie, notamment sur tout ce qui est gestion de delta. On va le voir du coup dans la suite. Et du coup, ce qu'on a comme système, c'est qu'effectivement, pour toute modification qu'on va avoir dans notre base de données source, que ce soit de l'update, de l'insert, du delete, on va avoir une sorte de système qui va entraîner une sorte de pipe dans lequel nous, on va obtenir un event Debezium. Donc, de notre côté, dans notre applicatif, on va gérer uniquement cet event Debezium et au final, on ne va pas vraiment se soucier de la base de données.
c'est un peu transparent pour nous. Nous, ce qui nous importe, c'est l'event Debezium. Donc cet event, qu'on appellera source record pour la suite, puisque c'est l'implémentation proposée par Debezium, elle contient 3 éléments principaux. La première, c'est le topic. Le topic, au final, c'est quelle est la table sur laquelle l'opération a eu lieu. Le deuxième, c'est justement l'opération. Est-ce que c'est une création d'une entité? Est-ce que c'est une modification, une suppression? Et le troisième point essentiel, c'est le payload. C'est vraiment le contenu au final du tuple qui vient d'être enregistré ou modifié dans la base de données. Donc on a à la fois la table, source, l'opération, et en même temps tout le contenu de la donnée. Donc on est complètement autonome vis-à-vis de la base de données. On n'a pas, la technologie ne nous dit pas simplement il y a eu telle création sur telle table, elle nous dit en plus il y a eu telle création sur telle table, et voici le contenu de la donnée qui vient d'être ajouté. Donc au final, on se retrouve avec un système un peu comme ça, c'est qu'on a notre base de données référentielle, une base assez simple. On cherche à avoir un mécanisme un peu entre les deux qui va du coup écrire dans cette base de données métier, qui est notre base de données sur laquelle va puiser notre application. Du coup, pour la suite, on appellera ça base de données source et base de données sync. C'est une notion un petit peu plus générale qu'on retrouvera dans les notions de Debezium. Du coup, l'architecture de Debezium, comme elle le propose à l'origine, c'est ça. C'est se dire, j'ai des bases de données, donc là en l'occurrence MySQL, PostgreSQL, qui sont des bases de données sources. Ensuite, j'ai un Kafka Connect, donc c'est là où vraiment intervient, Debezium et crée un connecteur qui se connecte justement aux différents types de bases de données. Ensuite, elle va pusher ces events, donc les events Debezium qu'on vient de voir, elle va les pusher dans des queues Kafka. Et grâce à ces queues donc, qui vont être gérées, on va pouvoir ensuite créer un connecteur qui lui va être un peu plus custom parce qu'on va vouloir enrichir notre donnée, on va vouloir faire des appels à des services, etc. Donc c'est plus dans cette partie-là que nous, on va intervenir. Et une fois qu'on a enrichi cette donnée, on va pouvoir la stocker soit dans des bases de données Elasticsearch, dans d'autres bases NoSQL ou voire dans des bases SQL. Donc ça, c'est la promesse de la solution, on va dire, complète Debezium, une solution un peu logicielle, quelque chose qu'on installe. On va installer le connecteur Debezium, on va installer la page Kafka, et donc au final, et installer notre connecteur applicatif pour gérer et enrichir la donnée et la stocker dans la base de données destination. Bon, mais ça, du coup, pour nous, c'est top. En termes de dev, on n'a pas énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà gérées par Debezium. Toute la mécanique de stream est gérée aussi par Kafka, donc c'est top. Par contre, ça peut devenir un peu plus compliqué pour les apps, parce que c'est des solutions soit qu'ils n'ont pas l'habitude de superviser. Kafka, c'est, on va dire, relativement récent. Je sais que chez notre client actuellement, ce n'est pas encore mis en place. Donc, ça impliquait des contraintes qui étaient assez complexes en tout cas pour débuter sur ce type de solution. Et heureusement, Debezium propose une solution qui va être embarquée dans Spring Boot. Donc nous, Spring Boot, c'est quelque chose qu'on maîtrise beaucoup, en tout cas chez notre client. Beaucoup d'applications sont faites en Spring Boot. Et donc l'avantage, c'est qu'on sait superviser ce genre de solution. On sait le gérer. Du coup, Spring Boot, très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, il va proposer un serveur Tomcat embarqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déployer un serveur, on déploie une application et elle-même embarque son propre serveur. Elle gère toute une partie d'autoconfiguration, donc ça nous facilite grandement la tâche. Et au final, on a tout un tas de métriques qu'on va pouvoir appliquer directement sur notre application Spring Boot qui va embarquer notre moteur Debezium. Mais concrètement, comment ça se passe? Donc, si je prends une application classique Spring Boot, en l'occurrence là en Maven, donc j'ai juste au final 2 plugins à rajouter. Le premier, qui est le Debezium Embedded, qui va contenir en fait le moteur Debezium. Le second plugin que je vais embarquer, c'est le connecteur Postgre. Donc lui, c'est simplement l'ensemble de fonctionnalités qui vont permettre de lire la base de données Postgre. Vous avez tout un tas de connecteurs différents pour MySQL, pour Oracle, et celui qu'on utilise nous en l'occurrence ici, c'est Postgre. Juste petite remarque sur ce plugin et cette dépendance-là. On a eu, nous, pour ceux qui utilisent aussi Sonar et notamment les règles OWASP sur les vulnérabilités, on a eu beaucoup d'erreurs, on a eu une trentaine de vulnérabilités critiques sur cette dépendance-là. Du coup, on a contacté Red Hat pour voir un petit peu si c'était normal. Et a priori, c'est simplement un problème sur
sur le naming de la dépendance, c'est un faux positif, puisque ça s'appelle Postgre, que c'est une version 1.0. Il a tendance un petit peu à croire que c'est du Postgre inférieur à 9 et que du coup, il y a pas mal de problèmes de sécurité. Et donc, si vous avez problème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'ignorer, c'est tout à fait normal. Du coup, pour la suite, bon, effectivement, quand on voit ça comme ça, on se dit, ça a l'air bien. En fait, je veux dire, on n'a pas grand-chose à faire, ça s'intègre parfaitement dans des applications. Qu'est-ce que ça coûte? Il y a quand même un coût à utiliser cette technologie. Le premier, c'est les logs de réplication. Notamment sur Postgre, pour fonctionner, on est obligé de mettre en place un système de log de réplication sur la base de données source qui est plus conséquent que le log classique. Ce log de réplication, à quoi il peut servir? Ça peut être notamment pour répliquer, en l'occurrence, des bases de données. C'est une notion qui est vraiment propre au SGBD. Ça va permettre de répliquer des données ou ça va permettre notamment de reprendre en cas de plantage, de reprendre la base de données en cas de plantage. Et donc, en fait, ça stocke vraiment l'ensemble des transactions qui ont lieu sur la base de données. Donc, si vous avez une base de données qui est très volumineuse, c'est possible que ces logs de réplication prennent beaucoup d'espace et ont tendance un peu à grossir. Donc, il faut superviser, il faut faire attention à ce sujet-là. Pour ça, on a des slots de réplication. C'est-à-dire qu'on va créer un slot de réplication propre à notre utilisateur applicatif, en l'occurrence là de Debezium. Et du coup, lui, on va faire en sorte qu'il consomme ce slot régulièrement, donc il consomme les logs de réplication, et ne pas faire en sorte que ça se stack au final et qu'on ait beaucoup de logs qui ne soient pas consommés. Donc pour ça, il faut faire en sorte que notre application puisse relancer le moteur Debezium en cas de plantage, puisse superviser elle-même la solution et dynamiquement relancer si jamais il n'arrive plus à consommer les logs de réplication. Il y a quand même une petite, quand même vraiment une contrainte là-dessus à respecter. Bon, du coup, vous êtes venu aussi pour voir du Kotlin. Donc je vous avais promis et vous en aurez. Donc là, première classe, premier bin qu'on va définir dans notre contexte Spring, c'est la configuration de Debezium. Et au final, est relativement simple, hein, malgré la complexité de la librairie, ça reste simple à configurer. On a une première partie de la configuration qui va être la configuration vraiment du connecteur. On a vu qu'on a injecté la dépendance du connecteur Postgre. Là, on va définir en fait dans l'implémentation quelle est vraiment l'implémentation du connecteur. Et on va aussi définir des notions sur l'offset. Alors, l'offset de Debezium, c'est une notion qui est hyper importante, puisqu'en fait, c'est ce qui va lui permettre à cet outil de savoir à quel endroit dans la base de données source il s'est arrêté. S'il lit par exemple 3000 entités d'adresses, qu'on relance l'application, il ne faut pas qu'il reprenne ces éléments qu'il a déjà lus. Donc, il a cette notion d'offset pour savoir à quel endroit il s'en est arrêté. Ça, c'est essentiel. Et la deuxième partie de la configuration, qui est en fait une configuration assez classique, hein, c'est de savoir quelle est ma base de données source, des configurations sur le serveur, sur le host, le port, le user, donc des configs assez classiques pour en tout cas une base de données relationnelle. On a aussi une notion qui est essentielle, c'est le schéma whitelist et le table whitelist. Donc Debezium s'appuie sur un système de whitelist, c'est-à-dire c'est à nous d'expliciter quelles sont les tables ou quel est le schéma, quels sont les schémas sur lesquels il va devoir lire les données. Il ne va pas par défaut lire toutes les tables, c'est à nous de définir quelles sont les tables qu'on veut vraiment lui faire lire. Donc, une fois qu'on a fait cette configuration, on va maintenant faire la partie moteur. Donc, on a vu que notre application Spring Boot, c'est une application classique, un starter kit assez classique. Et à l'intérieur de cette application, elle va venir embarquer elle-même un connecteur Debezium qu'elle va superviser. Donc, au démarrage de l'application, elle va créer ce moteur Debezium. C'est la première étape en utilisant la configuration qu'on a définie juste avant, le bin qu'on vient de voir. Ensuite, une fois qu'elle a créé ce moteur, on va lui donner un thread d'exécution qui ne va pas être du thread principal, mais on va la faire tourner un petit peu en arrière-plan. On va dire, dans ce thread-là, dans cet exécuteur-là, exécute le moteur Debezium que je viens de définir. Et donc, comme on s'est dit, il faut, pour notamment les problèmes de slot de réplication, il faut au final que notre application Spring Boot soit à même de gérer ce moteur. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des fonctions. Si l'application plante s'arrête, elle va fermer proprement le moteur, ou encore une autre fonction qui va être schedulée à intervalles réguliers, qui va permettre de dire je vérifie que mon moteur Debezium il est en vie, et si ce n'est pas le cas, je vais le relancer. Ça permet d'éviter que les logs de réplication
se cumulent, et donc de reconsommer ces logs le plus vite possible. Et au final, on a quand même une partie qui est aussi essentielle, c'est le consumer. Là, on vient de définir notre moteur, on a défini comment il doit se connecter à la base de données. À nous maintenant de définir comment il consomme la donnée. Qu'est-ce qu'il va faire en fait de chaque event qu'on va lui passer. Et donc ça, c'est le rôle du consumer. Alors pour définir un consumer, c'est très simple. Donc ça, c'était notre première version, un consumer unitaire. Son rôle, ça va être de réimplémenter une fonction Java classique, un objet classique, qui est le consumer, qui possède une fonction accept, donc qui va consommer un élément. Là, en l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure, le source record, c'est l'event Debezium, va simplement consommer un event de Debezium. Donc on revoit les notions de tout à l'heure, le topic, qui va nous donner en fait la table sur laquelle il vient de se passer quelque chose. On a ensuite l'opération, est-ce que c'est une création, est-ce que c'est une suppression, une mise à jour. Et le payload, la partie aussi essentielle, c'est quel est le contenu en fait, de la donnée, qu'est-ce qui vient de se passer. Et avec tout ça, je suis autonome, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans la base de données source. Je peux traiter ma donnée, l'enrichir avec des données réellement métiers, je peux faire des appels à des web services, je peux faire tout ce que je veux avec cet event-là, et ensuite je peux venir l'insérer dans ma base de données de destination, vu que c'est l'objectif. Alors nous, c'est vrai qu'on a une contrainte quand même qui est assez importante, c'est que notre modèle de destination, c'est un modèle structuré. Donc on est là, en l'occurrence, dans ce qu'on a fait, on est dans un traitement séquentiel. On va avoir chaque event Debezium qui va être pushé, on va venir le lire unitairement et on va l'exécuter. Tout ça, c'est dans un contexte qui est monothreadé. On ne parallélise rien pour le moment, on a tout qui est fait dans l'ordre et de manière séquentielle et monothreadée. Et même en base de données, vu qu'on ne reçoit qu'un seul event, on fait une insertion unitaire de chaque élément qu'on a reçu. Donc ça, c'est un peu les contraintes qu'on a et la façon dont on l'a implémenté au tout début. Alors, qu'est-ce que ça coûte en termes de performance ? On est à 68 entités par seconde. Sur un import initial, parce que c'est quand même aussi important, l'import initial, de 5 millions d'entités, ça fait un temps de traitement de 27 heures. C'est pas admissible. C'est un peu beaucoup, je vous l'avoue. Du coup, on s'est dit, bon, est-ce que vraiment la solution est adaptée ? Est-ce que c'est nous qui avons fait n'importe quoi ? En fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen, en gardant un peu ce qu'on a déjà, d'essayer d'optimiser un peu ça ? Parce que certes, cette solution, le but, ce n'est pas de faire des imports complets de 5 millions d'events tous les jours, puisque justement, le but, c'est d'être tout le temps synchronisé avec la base de données, donc de faire plutôt du delta. C'est un peu le but de la solution. Mais bon, un import initial de 27 heures, ça paraît quand même beaucoup. On se dit, il y a quand même un sujet. Donc on se dit, pourquoi pas faire un traitement par batch ? Est-ce que ce ne serait pas notre solution au final ? Est-ce que c'est possible ? Donc traitement par batch, qu'est-ce que ça impliquerait par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure ? Déjà, on ne traiterait plus de manière séquentielle les entités de Debezium, mais on essaierait d'avoir des batchs d'entités. Est-ce que Debezium ne peut pas nous envoyer plusieurs events en même temps ? Pour le moment, on va rester monothreadé parce qu'on est toujours dans un contexte un peu d'une base de données structurée en destination. C'est-à-dire que si je prends un modèle assez simple, une adresse dans laquelle on va avoir plusieurs bâtiments, il faut d'abord que j'ai inséré mon adresse avant de commencer à insérer les bâtiments. Donc, je ne peux pas tout faire un petit peu en parallèle. Si les bâtiments, ça va plus vite que les adresses, je vais avoir des problèmes. Donc, pour le moment, on reste en monothreadé. Par contre, on a des batchs d'entités en entrée de Debezium. Est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir une sorte de batch update en base de données ? Ça pourrait être intéressant et voir est-ce que ça ne peut pas optimiser un peu nos performances. Donc au final, on intervient sur ces deux notions, sur la notion vraiment de batch, à la fois dans la source de l'entité, enfin de Debezium, et aussi à destination, on va écrire plusieurs entités en même temps. Du coup, on a fait l'exercice, on a regardé un peu ce que ça donnait. On passe de 27 heures à 7 heures. Donc, sur un import toujours d'autant d'entités, de 5 millions d'événements, on se dit, bon, c'est intéressant, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'être en mode delta, de ne pas resynchroniser intégralement le full de la base de données tous les jours ou toutes les semaines, c'est de le faire une fois, et ensuite, au maximum, de se baser sur de la modification. Donc là, notre solution nous convient. 7 heures, ça nous convient, et les batchs, effectivement, c'est certainement la bonne solution. Bon, mais alors, est-ce que c'est coûteux de mettre en place des batchs sur Debezium ? En fait, au final, il faut juste toucher à notre consumer. Donc, le consumer qu'on avait tout à l'heure, qui, je vous le rappelle, utilisait simplement un consumer Java, au final, qui surchargeait l'interface, enfin, qui redéfinissait l'implémentation de l'interface consumer simple.
Là, au final, on va redéfinir un change consumer qui est une implémentation propre à Debezium. Et lui, Debezium, il nous fournit une nouvelle fonction qui s'appelle handle batch et qui va cette fois gérer une liste de records. Donc là, ça paraît plus sympa et ça nous rajoute un élément, le committer, qu'on va voir par la suite. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'au final, sur cette liste de records que j'ai en entrée, issue de Debezium, je vais pouvoir, pour chaque entité, appeler la même fonction que j'avais définie tout à l'heure, la fonction accept. Au final, elle n'a pas changé. Bon, je vous ai rajouté le committer, je vous expliquerai encore juste après pourquoi, mais au final, j'ai fait exprès de garder le même nom accept. L'implémentation reste la même. Pour chaque entité, pour chaque record, je fais la même chose, je fais le même traitement. Et donc, de nouveau, j'ai accès à mon topic, j'ai accès à l'opération, j'ai accès au payload du record qui vient d'être, qui est traité. Et ensuite, avec tous ces éléments-là, de nouveau, je peux encore processer la donnée, je peux faire mes appels à mes web services, enrichir ma donnée de manière autonome sans baser sur la base de données. Une notion qui, qui a un peu changé, par contre, là, c'est qu'une fois que j'ai traité, là, je passe dans une implémentation de batch. Donc, il va falloir que je dise au committer, il va falloir que je dise à Debezium, via le committer, que le record que tu viens de me donner, que j'ai en ce moment, il est traité correctement, tout s'est bien passé, j'ai bien processé ma donnée. Voilà. C'est une sorte de petit commit pour le record en question. Et du coup, une fois que j'ai transformé toute ma donnée, qui vient de ma base de référentiel, que j'ai ma donnée enrichie avec les informations métiers, je vais pouvoir faire un batch update de la base de données. Là, j'ai une liste de records. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Je n'ouvre plus une transaction pour chaque entité. Je vais ouvrir une transaction et je vais pouvoir envoyer plein de records en même temps. Et donc ça, pareil, j'optimise encore les performances. Donc le batch update prend la liste de records et en une étape supplémentaire par rapport au précédent consumer de Debezium, c'est qu'on rajoute, on dit cette fois, OK, le committer, tu reprends le même objet, tu m'as dit que chaque source record avait été traité, maintenant confirme-moi, push-moi en fait que tous les source records sont bien traités. Et donc c'est juste cette fonction qu'il faut appeler pour dire que l'ensemble des éléments sont bien traités, sont bien insérés dans la base de données, qu'il n'y a aucun problème. Et donc ça, au final, ça met à jour l'offset de Debezium pour lui dire, OK, je te dis, je te confirme que tu en es à tel endroit dans la base de données source. Du coup, je vous propose qu'on passe à une petite démo. Alors, pour vous présenter très rapidement, vous avez en haut à gauche l'application, on va dire, référentielle, la base de données source dans laquelle on va venir créer les entités. C'est cette base de données qui contient toutes les infos techniques, mais qui n'est pas enrichie avec nos informations plus métiers sur nos bâtiments ou sur nos adresses. Donc, on va prendre un cas assez simple. On va juste créer des adresses. Chaque adresse possède plusieurs bâtiments, potentiellement. Et donc, on va enrichir la donnée. Par exemple, là, sur l'adresse, la commune ID qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais la commune ID qu'on voit ici, en fait, on va l'enrichir, on va compléter ça via un web service, on va savoir quel est vraiment le code postal et quelle est la commune qui est associée. Sur le bâtiment, on va avoir un statut ici, et au final, ce statut va être un tout petit peu différent. On va dire, il va changer un tout petit peu parce que applicativement, mon métier de l'application métier est un peu différent. Je n'ai pas le même statut. Donc, créons une première adresse, tout simplement. Donc, je crée une adresse. On voit que c'est quasi instantané. Hein. Donc là, je l'ai créée dans la base de données source. Et dans la base de données référentielle métier, on voit qu'elle est... Pardon, la base de données applicative métier, on voit que cette adresse est présente quasi instantanément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon application? On retrouve les notions que j'ai vues tout à l'heure. On voit le topic, qui est l'adresse. On a un petit timestamp qui est aussi intéressant pour savoir à quel moment ça s'est passé. Et on retrouve l'opération. Donc là, on dit c'est une création. Il s'est passé une création sur le topic trait-adresse, qui est le nom de la table. Et on retrouve le payload, l'intégralité en fait, du contenu de ce qui vient d'être créé. Donc, on n'a pas besoin d'aller repuiser dans la base de données. Je sais déjà tout ce qui vient de se passer. Donc, je suis complètement autonome. Et donc, je peux en créer plusieurs, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et du coup, chaque entité est présente quasi instantanément dans la base de données de destination. Il y a un élément qui est essentiel, c'est la clé ici. L'ID qui est présent entre la base de données source et la base de données métier. Cet ID, au final, c'est important qu'il y ait une clé commune entre les deux pour retrouver
notamment dans le cas de modification, dans le cas de suppression, quelle est l'entité qui est concernée. Donc là, nous, on a choisi d'utiliser la clé primaire. Je pense sincèrement que c'était une bonne solution. En tout cas, ça marche très bien pour les besoins qu'on a. Et donc, concrètement, notre application métier réutilise les mêmes ID que l'application référentielle. Donc, pareil pour les bâtiments, je peux créer plusieurs bâtiments. Je vais avoir donc ici de nouveau un topic sur cette fois la table bâtiment. On va savoir que c'est une création. Et de nouveau, j'ai le payload. Donc, le système est exactement le même. Donc ça, c'est pour la partie création. On a vu qu'effectivement, il y avait aussi moyen de gérer tout ce qui était modification, voire suppression. Suppression, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que c'est difficile, hein, notamment sur des solutions batch, de faire des deltas entre des bases de données, de savoir vraiment ce qui a été supprimé, à condition peut-être de faire de la suppression logique ou des choses comme ça, d'avoir des informations en base. Mais si on supprime réellement une entité, comment on le répercute sur les autres applications, ça, c'est pas si trivial. Donc, du coup, là, on a vu que ça fonctionnait effectivement sur notre application. Mais on va voir que si je fais des opérations directement sur la base de données source, ça c'est intéressant, eh bien, il va se passer exactement la même chose. Le moteur Debezium va aussi être capable de me dire il s'est passé quelque chose sur la base de données. Donc, ça veut dire que même s'il y a plusieurs sources qui viennent modifier notre base de données référentielle, notre base de données source, on aura quand même dans ce moteur Debezium les events. Donc on n'est pas couplé à une application, on est vraiment couplé à la base de données. Et donc si j'exécute par exemple la suppression de tous les bâtiments, donc là, j'ai supprimé de la base de données source. Pareil, on voit que c'est quasi instantané. Je récupère donc le topic, qui est la table bâtiment. Je vois que l'opération, cette fois, c'est un delete. Et donc, là, je n'ai pas besoin du payload entier, mais il me faut simplement l'ID. C'est là où l'ID devient intéressant. L'ID va permettre de dire, OK, bah, c'est tel bâtiment qui vient d'être supprimé. Et donc, pareil, pour la modification, si je décide en fait, de modifier mes adresses, donc là, je change juste le nom de la voie et j'écris « Salut Malte ». Si je décide de changer pareil dans cette base de données, donc on voit que là, hop, dans la source, tout a changé. Toutes les adresses ont pris un nom de voie qui est « Salut Malte ». Et instantanément aussi, dans la base de données métier, j'ai changé cette information. Par contre, on conserve bien nos infos de commune. Je n'ai pas réécrasé, je n'ai pas perdu d'informations. Je sais toujours que ma commune ID ici 2, en fait, vraiment, mon web service m'a permis de dire que c'est 9300 et c'est Montreuil. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est plus sur cette fois, on est sur du batch. Donc on est capable de dire, il y a 3 entités qui viennent de changer en même temps. Donc on n'est plus sur du record 1 à 1, on est vraiment sur du batch. On se dit, Debezium est capable de dire, il y a 3 éléments qui viennent de changer dans cette transaction. Donc c'est nettement plus optimisé. Et pour chaque élément, on a de nouveau le topic. On a de nouveau l'opération aussi, on sait que ça vient d'être une mise à jour, et on a aussi l'intégralité du payload pour dire quelle est l'information présente dans mon tuple. Donc voilà pour l'instant démo. Au final, c'est vraiment, nous, si on peut conclure un peu sur cette solution Debezium, nous, c'est quelque chose, en tout cas, le fait de l'avoir embarqué dans du Spring Boot, qui est quelque chose qu'on maîtrise bien, qu'on sait superviser, qui permet d'embarquer aussi des moteurs à l'intérieur de l'application. Pour nous, ça a été très simple à mettre en place et très pratique. Ça nous évite vraiment d'aller lire la base de données. On est directement notifié dès qu'il y a une modification. Donc, il y a quand même... Il faut faire attention au niveau des performances et des contraintes techniques, notamment sur les logs, on l'a vu. Ça peut très vite prendre du volume si on a des grosses bases de données. Donc, si vous avez un DBA qui s'arrache un peu les cheveux, vous ne étonnez pas trop. Mais en tout cas, en termes de performance, on voit qu'en faisant du traitement batch, on arrive quand même à des choses qui sont largement adaptées à notre besoin. Et au final, ça s'accorde très bien avec Kotlin. Donc, ce n'est pas une librairie qui a été codée en Kotlin, elle est faite en Java, mais elle a très bien fonctionné avec. On a eu zéro problème de compatibilité. Et le gros avantage aussi que nous a donné Kotlin, c'est notamment sur les coroutines. On a pu, notamment dans tout ce qui est le traitement, donc enrichir la donnée en faisant des appels de service, en complétant, en enrichissement les statuts. On a pu faire tout ça via les coroutines, de manière asynchrone, et donc encore optimiser notre temps de traitement et notre solution.
Alors, il existe d'autres solutions. C'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment et qui marche plutôt bien. On ne les a pas toutes testées, on ne les a pas vues, mais je vous les donne quand même si vous avez envie de regarder un peu ce qui se passe. Donc, il y a Maxwell, il y a Spinal Tap, il y a ce truc-là aussi. Et il y a DBlog, qui est une solution qui est faite par Netflix et qui, a priori, marche plutôt bien aussi. Donc, si vous voulez un petit peu comparer entre Debezium et DBlog, nous, ce qui nous a vraiment séduit, sincèrement, c'est la partie embedded dans Spring Boot, qui a répondu à beaucoup des problématiques qu'on avait pu rencontrer.